Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Une heure pour convaincre. Notre invitée de ce soir est une femme dont le parcours illustre avec éloquence que les racines, aussi profondes soient-elles, peuvent nourrir des ambitions qui s'épanouissent bien au-delà des frontières. Née et scolarisée en République de Guinée, elle a poursuivi son chemin de vie jusqu'au Royaume-Uni où elle réside aujourd'hui à Liverpool. Entre deux univers, deux cultures et deux réalités, elle a su bâtir un itinéraire marqué par la persévérance, l'engagement et la passion de la transmission. Elle vient de publier un ouvrage intitulé La princesse et le charpentier, un livre qui suscite déjà un vif intérêt et qui témoigne de son attachement aux valeurs humaines, à la famille, à l'espérance et à l'identité. Au cours de cette émission, nous reviendrons sur son parcours scolaire en Guinée, les étapes qui l'ont conduite en Angleterre, les défis et les opportunités qu'elle y a rencontrés, ainsi que le regard qu'elle porte aujourd'hui sur son pays d'origine. Nous évoquerons également une question qui interpelle de nombreux jeunes guinéens, celle de la migration. Entre rêve, réalité et parfois désillusion, quels enseignements tirer de son expérience? Quels conseils adresse-t-elle à celles et ceux qui envisagent de partir ou qui vivent déjà en Europe dans l'espoir d'un avenir meilleur? Autant de sujets qui nourriront notre entretien dans ce numéro de 1 heure pour convaincre. Madame Fatoumata Diané, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 1 heure pour convaincre. Bonsoir, Monsieur David. Je suis très heureuse d'être là ici ce soir avec Monsieur Alpha. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être invité par vous. Merci beaucoup. Yeah. Bien. Avec moi sur ce plateau, vous l'avez compris, Alpha Isiagaba pour poser des questions à notre invité. Alpha Isiagaba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à notre invité. Madame Diané, pour beaucoup de jeunes téléspectateurs qui nous suivent dans ce numéro de 1 heure pour convaincre, on s'est dit qui est cette dame. Parlez-nous un peu de votre parcours. Qui est Madame Fatoumata Diané? Okay. Je m'appelle Fatoumata Diané. Je suis née en Guinée ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, quelques études. Donc j'ai quitté dans l'intention d'aller en Angleterre pour poursuivre mes études et pour poursuivre le rêve aussi que je rêvais depuis, écrire un livre. Écrire un livre, oui. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Comment on appelle ça, d'être ici, là où je suis comme ça, quoi. Voilà, sortir un livre et finir mes études, tout. J'ai rencontré des difficultés dans ma vie en Angleterre et j'aimerais aussi partager mon expérience avec certains jeunes de la Guinée, même en Afrique, au-delà de la Guinée aussi. Ceux qui, je m'excuse, ceux qui pensent que l'Europe est un paradis ou quelque chose comme ça. Oui, nous allons parler tout à l'heure Voilà, okay. de la question des migrations. À quelle étape de vos études vous êtes parti en Europe? Au niveau bac, collège, université? Un bac, parce que je n'avais pas eu le bac ici. Et j'ai ma famille en Angleterre, ma sœur, avec ses enfants. Donc, elle a préféré que je parte là-bas pour poursuivre des meilleures études. Donc, quand je suis allée en Angleterre, j'ai commencé le plus bas, c'est-à-dire l'anglais, parce que je ne parlais pas l'anglais. Donc, il fallait que je suive les cours d'anglais pour améliorer mon anglais, pour pouvoir poursuivre mes études, faire l'université et finir l'université. Voilà, c'est ce qui... Ça, c'était en 2000... En 2013, j'ai quitté la Guinée, décembre 2013. Okay. Voilà, disons 2014. 2014. Voilà, depuis là, voilà, je suis restée là-bas pour poursuivre mes études. En même temps, j'ai eu mes papiers, tout. Et quand j'ai mes études aussi, quand j'ai fini mes études en licence HR, Human Resource Management, ressources humaines. Voilà. Oui. Ma sœur, elle m'a poussé de faire mon master. Je viens juste de finir mon master l'année dernière. Voilà, j'ai gradué en truc, comment on appelle ça, International Public Health, santé publique. Oui. Ouais. La Guinée et l'Angleterre, deux cultures totalement différentes. La familiarité, comment ça s'est passé? L'accueil, hein? Oui. Ça n'a pas été facile pour moi. Quand je suis arrivée pour la première fois, j'étais perdue. Là, on va se dire la vérité. Hein? Parce que, comme vous le dites, deux cultures vous étiez différentes. chez votre soeur? Oui, j'étais chez ma soeur, mais les cultures sont différentes. Même si j'étais chez ma soeur, elle est guinéenne comme moi, mais il fallait que je m'adapte à la culture anglaise. Voilà, pour s'adapter à la culture anglaise, il fallait que je suive ces étapes-là, étape par étape. Ça n'a pas été facile. Et je veux dire par là, il ne s'agit pas seulement... comment on appelle ça, adapté à la culture anglaise. Il va falloir que tu suives des cours aussi, parce qu'on t'oblige de suivre des cours, de t'adapter, voilà, la langue et leur culture aussi, parce que tu dois connaître leur culture et leur histoire aussi. Ah bon? Oui, en Angleterre. Ouais. Obligatoire, yeah. Les gens qui veulent poursuivre les études, parce qu'il y a d'autres qui vont pour juste apprendre l'anglais et puis ils arrêtent, parce qu'ils n'ont pas
Je ne dirais pas non pas d'objectif, ça c'est leur choix. Voilà, je ne peux pas imposer ça sur eux. Oui, oui, oui. Voilà, parce que moi j'avais un objectif et choix, c'était pour finir l'université, tout, et pour pouvoir faire sortir mon livre, parce que j'avais ça au cœur. Venir au livre tout à l'heure. Certainement, étudier la langue, c'est plus facile, mais étudier la culture, ça vous a pris combien de temps? On m'a pris le cycle de 2014 jusqu'à, j'ai fait ISOL, ça c'est le plus bas pour apprendre l'anglais. J'ai quitté l'ISOL, j'ai fait le collège. Il y a un niveau là qu'on appelle brevet. Donc chaque étape, on t'enseigne leur culture, que tu sois à l'université ou quoi que ce soit. Tu dois connaître l'histoire de l'Angleterre, le royaume, comment ça a été bâti, tout. Voilà, leur climat, tout fait partie de ça. Disons, ça m'a pris 12 ans. 12 ans. Yeah. Ouais. Yeah, ça m'a pris 12 ans. Yeah. Parce voilà que jusqu'à pour- présent, j'apprends. Ah oui. Yeah. On apprend toujours. Et comment vous avez trouvé, une fois qu'une Guinéenne qui débarque en Angleterre, le climat d'abord? Je ne parle pas du climat social, mais le climat naturel d'abord. Comment vous avez vécu? Vous avez été frappé par la fraîcheur? Effectivement, c'était chaud pour moi parce que la fraîcheur, quand je n'étais pas habituée, on n'a pas ce genre de climat ici. Disons en Guinée, je veux dire, l'Harmattan, right? C'est un peu. Il y a la fraîcheur, du moins, sorry. Et là-bas, c'est. Comment on appelle ça? Il y a l'hiver, l'été et l'automne. So, pour pouvoir m'habituer à l'hiver, ça n'a pas été facile pour moi. Je doublais même mes habits. Parfois, je disais, il y a ma soeur de mettre du chauffage hier. Je ne peux pas. Parce que chaque fois, je tombais malade, c'est-à-dire le rhume. Parce que ça, c'est ma maladie. Ça. Oui. Et oui, Vous Ishaga. apprenez la culture anglaise tout en restant fidèle à la vôtre. Effectivement, je ne me suis jamais détachée de la culture guinéenne. Même quand même les années que j'ai passées en Angleterre, disons 12 ans, ça ne m'a pas déracinée. Voilà, parce que je suis toujours guinéenne et raison pour laquelle j'ai décidé de venir ici. Et avant ça, j'étais là en 2023, ce qui veut dire que je ne me suis jamais détachée de la culture guinéenne ni de mon pays. Avant tout, je suis guinéenne. Même si, c'est-à-dire, disons que j'ai eu la chance de... Ok, j'ai eu la chance d'étudier la culture anglaise et la culture guinéenne, les deux, ce qui a fait un plus pour moi. Voilà. L'intégration sociale, une fois que vous avez fini les études, est-ce que l'intégration sociale a été facile? On vous regardait de la même manière ou bien il y avait des regards peut-être Oui, ça arrive souvent avec les gens de là-bas, quoi. Est-ce qu'il y avait des pratiques que vous déplorez, par exemple? Là-bas, hein? Ok. Socialement, disons. Oui, socialement, ça n'a pas été facile parce qu'en tant qu'Africaine, quoi que ce soit tes études, les études que tu as poursuivies ou quoi que ce soit, hein? Sorry, I'm a little bit, yeah. Ça ne va pas être la même chose parce qu'ils vont te regarder d'une manière que toi-même, tu sens vraiment qu'on te regarde mal. Parfois, même dans la vie sociale avec les gens, tu associes, c'est pas tout le monde. Voilà, parce qu'il y a on te d'autres regarde qui sont toujours différemment? effectivement, il y a d'autres qui sont gentils, qui aident. Quand tu as besoin d'aide, tu vas vers eux, ils vont t'aider. Il y a d'autres, par exemple, qui sont tout à fait le contraire. Yeah. Donc, ça n'a pas été facile, franchement. Quand on parle de la société anglaise, il y a aussi d'autres nationalités venues d'Afrique qui sont là. Avec ceux-là, vos relations, c'était comment? Oh, c'était super bien. Jusqu'à présent, je garde cette relation avec eux. Disons, pour pouvoir améliorer mon anglais, j'ai voulu être avec des étrangers qui parlent l'anglais. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Des étrangers d'Afrique? D'Afrique, des... oui. D'Afrique, Okay. même en Angleterre, là-bas, des amis de classe aussi, les Anglais. Mais le plus souvent, les étrangers d'Afrique, ceux qui parlent l'anglais là, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Malgré que je connais quelques Guinéens là-bas, je l'ai fait tout simplement parce que j'avais un objectif, c'était bien parler l'anglais, améliorer mon anglais et faire sortir mon livre. Sortir le livre. Justement, nous allons parler maintenant de ce livre. Madame Fatoumata Diané, vous avez écrit ce livre, hein, La princesse et le charpentier. La première question, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire? La motivation vient de ma maman. Parce que vous avez dit tout à l'heure que un de vos objectifs, c'était de sortir un livre. Oui. Pourquoi la littérature? La littérature. Ok, voilà. Sorry, vous pouvez reprendre la question. Pourquoi vous êtes lancé dans la littérature pour pouvoir vous exprimer? Yeah, pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir communiquer aussi, parce que je voulais vraiment être bilingue, pas seulement l'anglais et le français aussi, parce qu'il fut un moment j'avais commencé à oublier mon français. Okay. Voilà. Donc, ce qui m'a motivée à faire sortir un livre, tout d'abord, ça a commencé quand j'étais petite. J'aime les histoires quand même. Okay. Avec ma maman, elle me racontait des histoires et j'aime écrire. C'était mon objectif un jour, je serai écrivain, je vais sortir un livre, parler d'histoire et éduquer les gens. Voilà. Et dans ce livre, quel est le message que vous voulez véhiculer? Et vous vous inspirez de quoi? D'un fait réel ou bien de la fiction? Je me suis inspirée de la fiction, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et puis il y a des faits réels aussi. Les deux sont mélangés. Voilà. C'est pas seulement
la fiction. J'ai profité de l'occasion pour mettre les faits réels, pour pouvoir aider les gens, les lecteurs qui vont lire ce livre, que ce soit les enfants, les adultes, les jeunes, les parents, les grands-parents, tout le monde, pour pouvoir tirer quelques informations à partir de mon livre et pour pouvoir enseigner les enfants aussi la valeur culturelle, la valeur familiale, le leadership, comme je l'ai si bien dit avant, l'amour, comment on appelle ça, l'empathie, la gentillesse, le courage, tout. C'est ce qui m'a poussé. Nous reviendrons sur ces thèmes-là, mais est-ce que le livre, ça parle du parcours d'une jeune fille, d'un garçon, ou bien c'est juste des faits des sociétés comme ça que vous avez raconté là-dedans? Ça parle de quoi concrètement? Beaucoup de nos auteurs nous ont habitués à parler d'eux dans leurs différentes œuvres, la biographie surtout. Et vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose? Autobiographie, non, c'est pas la même chose. C'est totalement différent de l'autobiographie. Mais ça, c'est dans mon programme plus tard, oui, effectivement. Ça, là, c'est l'histoire d'une princesse et d'un charpentier. J'ai choisi ce thème-là, ce titre-là du moins, pour montrer aux gens, parce qu'on a tendance à nous dire qu'une princesse doit se marier avec un prince ou un roi. Donc, c'est pour casser ce truc-là, exactement ce mythe-là, pour montrer aux gens que la princesse n'est pas obligée d'épouser un prince ou un roi. Tout peut se passer dans la vie. C'est-à-dire le charpentier qui a le menuisier peut être plus fort que le prince aussi. Parce que je voulais aussi ajouter quelque chose, la spiritualité, parce que les gens ont tendance à oublier la spiritualité. Quand on met la spiritualité de côté, c'est-à-dire on oublie, on ne se base pas trop sur la gentillesse, je veux dire, ou l'empathie. Et la spiritualité nous enseigne d'aimer nos voisins ou d'aimer nos prochains et d'accepter nos prochains aussi, quelle que soit leur façon d'être ou de vivre. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème-là. La princesse n'était pas obligée d'être avec le charpentier parce que c'est un charpentier. Et comment on appelle ça? Parce que le royaume a une histoire. Ils doivent suivre l'histoire, là. C'est-à-dire une princesse doit se marier avec un prince. Une princesse doit se marier avec un prince. Cela n'est pas le cas dans ce livre-là. Donc je l'ai fait pour montrer aux gens que tout le monde peut être princesse, tout le monde peut être charpentier. Il suffit seulement que tu aies le courage et comment on appelle ça, tu sois sincère dans la vie. Voilà. Je rappelle que notre invitée de ce soir, c'est Madame Fatoumata Diané. Elle vit à Liverpool, en Angleterre, où elle a étudié la culture anglaise. Et le Royaume-Uni, vous le savez, c'est un royaume, on parle beaucoup de princes et des princesses. Mais est-ce que c'est votre histoire particulière que vous avez rencontrée? Est-ce que vous avez été un jour heurté à des difficultés? On dit non, tu es de telle classe sociale, tu ne dois pas te marier à telle, ou telle est de telle classe sociale, c'est pas ton niveau. Est-ce que tu as fait face à ce genre de réalité, aussi bien en Guinée qu'en Europe là-bas? Pour dire la vérité, j'ai pas fait face à ça, mais je connais des gens qui ont fait face à ça. Donc j'ai profité effectivement. Et il y a des amis et des personnes que je connais, membres de la famille, disons. Donc j'ai profité en Guinée. Donc j'ai profité de l'occasion pour changer l'histoire et mettre ça dans la princesse et le charpentier. Ok. Donc c'est une histoire réelle, mais vous avez transposé ça à la réalité anglaise. C'est pour ça que j'ai dit que ce livre-là ne s'agit pas seulement d'un conte de fées. Il y a des histoires réelles aussi dans ce livre-là. Voilà, c'est juste... Oh, sorry. Moi, la leçon de vie à tirer dans ce livre. Oui. Effectivement. Pour que les gens puissent, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, qu'on arrête de dire parce que telle personne n'a pas un certain niveau, parce que le plus souvent, les gens se focalisent au niveau éducatif aussi. Dès qu'il n'est pas allé à l'université ou elle n'est pas allée loin dans les études, donc tu ne peux pas l'épouser. Ou des fois des barrières religieuses. Et des castes aussi, les noms de famille et autres là, voilà. C'est un peu difficile, quoi, je veux dire. Dieu nous a créés, peut-être qu'il ne nous a pas créés égaux, right? Mais l'amour est là. Si deux personnes s'aiment, moi je me dis que c'est normal de les laisser ensemble. Mais je sais aussi qu'il faut, franchement, peut-être que le côté, comment on appelle ça, le côté de la femme veut vraiment que la fille ait un mariage bien, quoi. Voilà, qu'elle se sente heureuse dans le mariage, dans le foyer. Et le monsieur aussi, son côté aussi, je comprends bien. Mais cela n'empêche qu'ils font des recherches, n'est-ce pas? Voilà, des deux côtés. Mais parfois, juste en voyant la personne, la famille s'interpose. Voilà. La famille s'oppose déjà à vue d'œil, voilà. On a des préjugés. Voilà, effectivement, préjugés, voilà. Parce qu'on ne sait pas comment la personne peut se terminer dans la vie. Et moi, je peux finir dans la main de cette personne sans le savoir. Dieu connaît le destin de chacun de nous. On ne peut pas prédire nos destins.
D'accord. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie pour motiver les lecteurs à aller vers vous? Les lecteurs, Oui, oui, à lire votre ouvrage. oui, je l'ai fait en Liverpool avant de venir ici parce qu'on avait fait la publication et on m'a invité au collège aussi. Et le principal du collège qui m'a beaucoup aidé. On a fait un podcast même. Il a distribué certains de mes livres aux élèves et j'ai un autre rendez-vous avec lui en septembre pour pouvoir donner un speech aux élèves parce qu'il a vu mon parcours, il était vraiment impressionné. Et on fait ma maison de production aussi, publication, sorry. Fait des trucs aussi, marketing, pour pouvoir acheter les livres. Et même moi, je fais TikTok aussi. C'est-à-dire, je suis sortie pour parler aux gens. Là-bas aussi, BBC m'a invité. J'ai eu un truc là avec BBC Radio. Ils m'ont invité pour mon livre. J'ai même posté ça sur TikTok et Facebook aussi. Donc il y a un peu de retour. Hein. Voilà, il y a un peu de retour. Ok, mais vous savez bien, vous avez dit l'histoire est inspirée d'un fait qui se passe en Guinée. Oui. Le livre est écrit en anglais. Yeah. Je sais. Pour les lecteurs guinéens, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je sais, beaucoup de gens m'ont fait ce truc-là, reproche-là. Comment on appelle ça? C'était facile pour moi de sortir le livre en anglais que de sortir en français pour le moment. Parce qu'avoir... Vous êtes beaucoup plus expressive aujourd'hui en anglais qu'en français. Exactement, voilà. C'est mieux quand c'est en anglais, selon vous? Oui, non, le message passe mieux dans les deux côtés. Parce que je veux dire par là, la maison de publication, ça a été une chance de trouver une maison de publication pour m'accepter. Vraiment une chance. Ça n'a pas été facile du tout. Donc quand j'ai eu l'occasion, là, j'ai dit OK. Parce que j'ai écrit en français, j'ai écrit en anglais. J'ai dit pourquoi ne pas faire sortir en anglais d'abord? Après, maintenant, je vais traduire pour faire sortir en français. Parce que même mes confrères guinéens là, et d'autres pays francophones, la Côte d'Ivoire, des amis là, qui me disent qu'ils ne peuvent pas lire en anglais, ils m'ont poussé de faire sortir en français. J'ai dit, je sais, j'ai déjà contacté une maison de publication en France qui ne m'ont pas encore répondu, quoi. Voilà, parce que ça, c'est mon objectif de faire sortir en français. Donc, je demande aux Guinéens pardon. Et même si c'est en anglais, ça peut améliorer... être bilingue, c'est très important. Donc, ne dites pas que c'est parce que c'est un pays francophone. Je devrais faire sortir d'abord en français que de faire sortir en anglais. C'est pour vous aider aussi, quoi, pour que vous soyez bilingue, pour vous pousser à apprendre l'anglais, qui est très important. Vous allez toujours continuer à écrire? Hein? Oui, j'ai d'autres même scripts. J'attends que ça, là, je finisse avec ça en français. J'ai 4 scripts même. Dès que je finis avec ça, je vais lancer le deuxième, avant le 3e ou 4e hier. Ok, et vous avez dit que vous avez rencontré pas mal de difficultés pour trouver une maison d'édition. La maison qui vous a reçu, quel est le critère qui l'a convaincu? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour que la maison dise oui, le livre, nous allons le sortir? Je suis allée online parce que je faisais mes cours à l'université. Ce n'était pas facile. Voilà, en ligne, sorry, merci beaucoup. Je suis allée en ligne, merci. Je suis allée en ligne, j'ai fait des recherches parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Il fallait que je me batte moi-même. Il fallait que je me batte moi-même pour faire sortir mon livre. Un jour, j'étais juste assise comme ça, là. Je me suis dit, attends, je voulais d'abord faire le livre en film, dessin animé. Mais j'ai cherché des compagnies, personne ne me répondait. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire sortir un livre d'abord? Après avoir fait sortir un livre, je serai reconnue. Comme ça, je pourrais faire ça en dessin animé, voilà. Donc je suis allée, juste comme ça là. Je m'amusais avec mon laptop, puis j'ai pris mon laptop, je suis allée, j'ai dit je vais essayer aujourd'hui. Je suis allée en ligne pour faire des recherches pour les publications quoi, en Angleterre. Maintenant je suis tombée sur ma maison de publication là. Juste je les ai envoyé un email. Quand je les ai envoyé un email, 2 jours après, ils m'ont répondu. Quand ils m'ont répondu, je n'y croyais même pas quand ils m'ont répondu. Maintenant ils m'ont dit, comment on appelle ça, de leur donner 40 jours. Ils vont étudier mon script. Quand ils vont finir d'étudier mon script, comme ça, ils vont me donner la réponse. Maintenant, ils disent qu'ils prennent 10% parmi les 100%. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai attendu 40 jours. Chaque fois, j'ai vérifié mon email, même quand on m'a dit 40 jours là. Mais moi, j'étais tellement pressée, je consultais mon email, quoi. Après les 40 jours, effectivement, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit qu'ils m'ont accepté. J'ai dit quoi? Oui, j'ai même crié, j'ai pleuré, j'ai sauté, parce que j'étais contente, quoi. Voilà, donc ils m'ont accepté. Il y a eu des démarches à faire, tout, c'était trop long. Oh my God. Et puis à un moment, j'étais même découragée, j'étais yeah. Parce qu'il faut remplir des documents, il faut faire quoi. C'était trop. Alors, vos rapports, vous êtes en Angleterre, vos rapports avec les autres auteurs qui vivent en Angleterre, est-ce qu'il y a des relations entre vous? Non, à vrai dire, j'ai pas tissé de collaboration avec eux. Je me suis dit, parce que c'est mon premier livre, pour le moment, je vais me concentrer sur ça pour que ça puisse marcher. Donc, quand je serai reconnue,
C'est ça, c'était mon truc, quoi. Tu vas intégrer le cercle des auteurs. Oui, effectivement. Et si on vous demandait de faire la différence, bon, une étude comparative entre la littérature anglaise et celle française, moi je me dirais qu'il n'y a pas de différence. Sans vous mentir. Peut-être que c'est la langue qui diffère et l'histoire qui diffère et la culture qui diffère. Parce que, quoi que tu fasses, l'Angleterre, c'est un pays francophone. Ils ne vont pas adopter... L'Angleterre est un pays anglophone. C'est totalement différent d'un pays francophone. Ils ont leur propre culture comme on a notre propre culture. Ils ont leur propre histoire comme on a notre propre histoire aussi. Donc c'est totalement différent. Même s'il y a cette différence, mais je ne dirais pas que l'Angleterre est mieux que... Voilà, parce que c'est un pays anglophone que c'est mieux qu'un pays francophone, non. Je ne dirais pas ça. Les difficultés surtout liées à David, liées aux maisons de publication. Parce que en Afrique, pratiquement, c'est un peu difficile. Ah, ok, parce que comme je ne connais rien par rapport à la maison d'édition en Afrique, voilà. Mais là-bas, là, c'est difficile, sans vous mentir. Je vais vous expliquer. Parce qu'une fois, comme je l'ai si bien dit, mon collège, le principal, quand il m'a invité, il était tellement fier, content de moi, voir une Africaine, quoi, dont l'anglais n'est pas la première langue pour pouvoir sortir un livre en anglais. Quand il m'a invité pour la première fois, il m'a dit qu'il a des élèves au collège là-bas, là, qui veulent sortir un livre. Ils écrivent aussi. Mais ça fait combien? Il m'avait dit plus de 4 ans. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à trouver une maison de publication. Moi-même, j'étais étonnée. En tant qu'Africaine, ils sont britanniques, c'est des Blancs. Voilà, j'étais étonnée. Comment se fait-il que vous êtes là, vous n'avez pu pas trouver une maison de publication pour publier votre livre, et moi, une Africaine, je l'ai eu. Il me dit comment j'ai fait. Maintenant, je l'ai expliqué maintenant comment j'ai fait hier, jusqu'à ce que j'ai eu la maison de publication. Ça a été une chance pour moi. C'est comme ça que je l'ai dit. Fatoumata Diané, vous avez dit depuis 2014, vous avez quitté la Guinée, vous vivez à Liverpool. Et quand on revient en Guinée après avoir vécu longtemps comme ça, est-ce que vous avez été surpris par certains comportements de vos compatriotes guinéens, guinéennes? Plein de comportements, sans vous mentir. Franchement, je suis vraiment désolée. Et je sais que les Guinéens m'écoutent. Ce n'est pas une manière c'est-à-dire de les manquer de respect, quoi. Je viens de parler tout à l'heure. Je le fais tout simplement pour pouvoir aider les Guinéens et la Guinée aussi, pour ne pas qu'on ait une mauvaise image à l'extérieur. Quand je suis arrivée ici, ça a commencé à l'aéroport. La manière dont on accueille les gens, la manière dont on parle aux gens, qui ne m'a pas convaincue du tout, je n'ai pas aimé, franchement. Et la manière les gens se comportent dans la rue aussi, franchement, ça c'est pas... C'est le ton que vous n'avez pas, ou bien l'attitude, ou les deux? Le caractère, l'attitude, tout, même le ton aussi. La manière de parler aux gens, les gesticulations, hein? Voilà, gestes et autres là, franchement, non. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut être à la base de tout ça? Moi, je peux dire à la base de tout ça, c'est l'éducation. Que les Guinéens me pardonnent, c'est l'éducation. Ça commence d'abord à la maison. Parce que quand on éduque un enfant, l'enfant grandit avec cette éducation-là, de respecter les gens, et tu grandis avec ça en tant qu'adulte, tu vas bien te comporter dans la vie sociale. Mais quand tu n'es pas... que les Guinéens me pardonnent, je vais utiliser ce mot. Ok, bien éduqué, franchement, c'est difficile quoi, de se comporter dans la vie sociale. Parce qu'il y a des gens... C'est pas tout le monde qui accepte qu'on les manque de respect. Il y a d'autres qui sont blessés quand on les parle mal. Il y a d'autres aussi, quand vous les parlez avec respect, même si vous ne leur donnez rien, mais se sentent heureux, contents, tout. Franchement, moi, je me dis que c'est ce qui manque ici, là, la manière dont on parle aux gens, la manière dont on les rend. Et surtout, à un moment où nous sommes, on parle de Simandou 2040, des bailleurs de fonds sont intéressés par notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aéroport. Je crois l'accueil déjà, ça peut être suffisant pour un investisseur. Effectivement, parce que les gens remarquent, les Blancs, les étrangers, même pas seulement les étrangers, même les Noirs, les étrangers qui viennent ici, là, ils veulent venir pour investir. Il y a beaucoup, peut-être entendu parler de la Guinée, l'accueil et autres, et qui viennent à l'aéroport, qui trouvent le contraire. Ça les repousse, quoi. Ça ne leur donne pas le courage de venir ici, rester en Guinée, tout. Et ce qui n'est pas bien, franchement. Parce que je n'aimerais pas que mon pays ait une image comme ça, là, à l'étranger. Franchement. Parce que quand les gens viennent ici pour investir, ça aide la Guinée. Oui, absolument. Voilà, ça nous aide. Voilà. On a besoin des investissements justement, étrangers. Voilà. Oui. Mais refouler les gens, tout. Et eux-mêmes, ici, ils s'étonnent. Parce que chez eux là-bas, c'est pas comme ça qu'on accueille les gens. C'est pas comme ça qu'on se comporte envers les gens. Même si tu n'es rien, tu pars, tu demandes un service, la personne va te parler avec respect. C'est comme ça que ça se passe. Yeah. Mais vous avez constaté aussi que
On ne le fait pas parce que c'est des étrangers. Entre nous-mêmes, Guinéens, des fois, on a des attitudes qui ne sont pas... Effectivement. Votre regret, hein? Oui, après dire, c'est ça même. Yeah. Parce que moi, j'aime le respect sans vous mentir. Même un enfant aime qu'on le respecte. Voilà. Tout être humain a besoin du respect. Le respect est très important dans la société, sans vous mentir. Mais s'il n'y a pas le respect, on ne peut même pas travailler. Même entre collègues, vous ne pouvez pas travailler. Ok. Vous avez un message particulier? Un message particulier. Ok, concernant ce sujet, j'aimerais que les Guinéens, franchement, les Guinéens, voilà, que ce soit Guinéens, changent un peu d'attitude. Je vous demande pardon d'utiliser ce mot-là, je suis Guinéenne comme vous, c'est juste pour vous aider, quoi. Voilà, change d'attitude, être gentil envers les gens et pouvoir parler aux gens aussi. Ne les ramassez pas. Quand quelqu'un vous pose des questions ou quoi que ce soit, vous gesticulez, c'est pas bien. Franchement, c'est une mauvaise image pour la Guinée. Voilà. Et puis, ça n'aide pas aussi les Guinéens, franchement. Ça n'aide pas. Ce n'est pas de nature à favoriser un climat social paisible, une intégration sociale, la cohésion sociale, tout ça. Tout. Yeah. Ça fait que les gens même te fuient. Par exemple, moi, si quelqu'un vient vers moi et que je lui parle mal, la personne ne va plus venir vers moi pour me demander quoi que ce soit. Effectivement, voilà. Donc ça détruit la relation entre les gens, disons, ou la relation sociale, puisqu'on vit, parce qu'on vit dans la vie, disons, vie sociale, hein? Yeah, exactly. Okay. Alors, oui, Ishaga. Vous comptez un jour entrer définitivement au pays et vous allez vous investir aussi dans la littérature. Oui, je compte venir au pays, m'investir dans la littérature, mais franchement, je suis un peu... Dans un proche avenir. Voilà, pas maintenant. Là, c'est dans mon programme quand même, pas maintenant, franchement. Mais je demande aux Guinéens, pardon, quand je vais venir ici, ne me ramassez pas, s'il vous plaît. Pardon. Au-delà de la littérature, est-ce que vous avez une autre passion encore? Au-delà de la littérature, oui, j'aime franchement conseiller des gens. Je suis comme ça, même avec mes amis là-bas. Là. Psychologiquement, j'aime les conseiller et moralement, j'aime les conseiller aussi. C'est pour juste contribuer quoi, au développement du pays. Voilà, parce que comme je vous ai déjà dit, le comportement, s'ils peuvent mettre quelque chose en place, quoi, pas pour brutaliser les gens, mais pour changer quoi, le comportement des gens. Et aussi, j'avais dit pour... C'est-à-dire engager un processus de changement de mentalité, de comportement. Ok. Ça serait mieux, franchement. Et puis, aider aussi dans le cadre de, comme je l'ai dit, la circulation. Là, je vous ai dit le transport. Le transport, oui. Voilà. Il va falloir aussi que les gens respectent. Voilà, parce que, vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Oui. Et on veut tous vivre. Personne ne veut. Surpris un peu de la façon dont on voit le code de la route en Guinée? Vraiment surprise, 100% même surprise. Ah bon? Parfois, quand je suis dans la voiture, quand vous étiez là, ça n'a pas fondamentalement changé? Non, je sais, mais cette fois-ci, là, c'est pire. Parce que depuis que les mototaxis là sont arrivés, et les trucs là, comment on appelle? Les bonbonnas. Bonbonnas là. Bonbonnas. Mon Dieu, parfois mon cœur même, j'ai dit, j'ai peur comme ça là. Ça sort de chaque côté. J'ai peur, je vous assure. Wow. La manière dont les gens traversent aussi, s'arrêtent au beau milieu de la route. Parce que j'ai vu des traits blanches là, c'est pour les piétons, non? Oui. Et là-bas, là, on respecte ça. Oui. Quand tu es dans le véhicule, tu dois attendre que le piéton passe. Oui. Mais ici, j'ai remarqué qu'il n'y a pas ça. On n'a pas le temps. Pardon, pour ça. il faudrait okay. que... Alors, on va parler un peu de migration parce que vous avez quitté la Guinée, vous êtes parti à Liverpool, en Angleterre, au Royaume-Uni. Vous avez poursuivi vos études. Vous avez certainement vu d'autres Africains, d'autres nationalités qui sont arrivés là, qui certainement ont rencontré un peu de difficultés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Guinéens, on ne le dira jamais assez, beaucoup de jeunes Guinéens qui veulent migrer. Est-ce que vous avez peut-être quelques messages pour ceux-là qui veulent venir s'installer là? C'est facile, non? Quand on arrive aussitôt, on peut commencer à ramasser la livre sterling. Non, pas du tout. C'est pas du tout facile. Donc, je dirais aux Guinéens de réfléchir, ceux-là qui veulent migrer, de réfléchir beaucoup avant de migrer. C'est très important. Voilà. Parce que réfléchir à quoi, par exemple? Réfléchir à leur vie. Parce que ce n'est pas facile du tout. Ok, par exemple, si moi je migre en Angleterre, je prends un exemple, Simon. La chance que Dieu peut me donner ne peut pas donner à l'autre là. On n'a pas les mêmes chances. Voilà. Et aussi, on n'a pas les mêmes objectifs. Il y a d'autres peut-être qui veulent migrer juste pour aller... ils vont se dire que c'est pour faire quelque chose, pour réussir, right? Mais quand ils arrivent là-bas, c'est tout à fait le contraire. Voilà, une vie meilleure.
Et en voulant faire ça, parfois d'autres se retrouvent même dans des problèmes là-bas. Là. Yeah. Ok. Ça arrive. Des problèmes de quel ordre, par exemple? Yeah. Pas moi, mais je connais des histoires quand même. Yeah, effectivement. Voilà. Voilà, la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas facile du tout. Et je dirais aux Guinéens, franchement, de faire très attention avant de migrer. Ils doivent réfléchir à ça 100 fois avant de migrer. Parce que la migration, les gens pensent que là-bas, c'est le paradis ou quoi que ce soit. Et quand tu leur donnes le conseil à Zoël, aussi, le plus souvent, ils se disent que, OK, toi, tu es allé là-bas, là, right? Personne t'a bloqué, tu as réussi. Pourquoi tu nous bloques? Le plus souvent, les gens parlent comme ça. Oui, ils ont ce raisonnement. Voilà, ils ont ce raisonnement. Donc, si toi, tu as pu le faire, nous aussi, on peut le faire. Oui. Effectivement. Donc, c'est très difficile quoi, de donner des conseils à ces gens-là. Vous comprenez? Parce qu'ils ont déjà ça dans la tête pour dire que nous aussi, on veut quelque chose, on veut être comme toi. Mais ils ne savent pas comment toi tu es passé, par où tu es passé, voilà, pour être là où tu es comme ça. Là. Voilà. Parce que ça demande beaucoup de combats. Beaucoup. Il y a le racisme, il y a tout, beaucoup de combats. Et si tu n'es pas mentalement fort dans la tête, wow, tu peux... Tout, il y a tout. Tu peux lâcher. Yeah. Et pour ceux qui sont là-bas, par exemple, il y en a qui sont là-bas aussi, mais qui apparemment ne regardent plus derrière d'où ils sont venus. Est-ce que, pour ceux-là, peut-être ils nous suivent aussi la télévision nationale de Guinée, est-ce que vous avez un message particulier? Ça peut être en Angleterre, au Royaume-Uni, ça peut être en France, en Belgique, un peu partout en Europe, peut-être même au Canada, un peu partout à travers le monde. Ces Guinéens qui sont là et qui ont oublié un peu leur origine. Vous avez dit en 2023, vous étiez là. Est-ce que vous avez un message particulier pour ces Guinéens? J'ai un message particulier pour ces Guinéens-là et je demanderai à ces Guinéens-là de ne pas oublier d'où ils viennent. Voilà, ils doivent se retourner, voir, comment on appelle ça, ce qu'ils peuvent faire pour le pays, investir les investissements et autres là. Parce que là-bas, là, ils ne vont pas rester là-bas pour l'éternellement, effectivement. On est bien chez soi. Voilà, quand tu apprends quelque chose ou tu as des expériences, tu peux venir partager ça avec ton pays pour pouvoir aider ton pays à développer. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Mais si on reste là-bas, là, sans pouvoir partager ça avec nos pays, avec le pays du moins, même s'il y a des gens ici qui contribuent au développement du pays, il y a d'autres aussi qui ont beaucoup plus d'expérience aussi, qui connaissent beaucoup plus de trucs que d'autres qui sont déjà là, qui ne connaissent pas. On peut se partager ces idées-là. Voilà, donc je dirais à ces gens-là de ne pas oublier chez soi. Voilà, de tout faire, de rentrer chez eux, même s'ils ne viennent pas pour rester, mais juste pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ce pays-là. D'accord. Alors, oui, Ishaga. Votre regard, vous avez duré dans un pays aussi développé, l'Angleterre, quand même, ce n'est pas n'importe quel pays. Quel est votre regard sur la Guinée? Nous sommes à l'ère de Simandou. On parle de Simandou. Ok. Je pense que si Simandou, comment on appelle ça? On est sur le plan de développement, hein, Simandou, effectivement. Moi, mon souhait, franchement, si je vois Simandou là se réaliser, ça sera le plus grand rêve au cadeau. Parce que ça va aider la Guinée à développer la Guinée et ça ne va pas pousser d'autres jeunes à aller à l'extérieur. Parce que tout ce que vous voulez de l'extérieur, vous allez le trouver en Guinée ici, une fois que c'est développé à partir de Simandou. Là. Voilà. Donc moi, le conseil que je donnerais aux gens, c'est de regarder derrière et puis d'aider le gouvernement aussi, voilà, avec le projet pour que le projet puisse aller en avance. Yeah. Pensez au pays. Voilà, c'est ça, le pays, effectivement. Participer au développement du pays, c'est très important. Sinon, on n'a rien à envier aux gens de là-bas. Si on a tout ici, quoi, je veux dire. Yeah. Fatoumata Diané, lorsqu'on a vécu longtemps à l'extérieur, on voit les opportunités de développement et on vient en Guinée aussi, on voit qu'il y a des opportunités, il y a des zones, des secteurs dans lesquels il faut investir, je pense notamment à l'agriculture, il y a l'élevage, il y a beaucoup d'autres secteurs. Est-ce que ça incite un peu à dire pourquoi rester en Occident alors qu'ici je peux venir développer par exemple la ferme, mettre par exemple l'agriculture. Est-ce que vous pensez à ce genre d'initiative une fois qu'on est là-bas? Est-ce que vous regardez la Guinée autrement? Si, ça m'arrive souvent, franchement. Ça m'arrive souvent. Et pensez qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'investissement ici? Yes. Moi, je me dis oui, franchement. Même si je n'ai pas fait le tour du ministère ou quelque chose comme ça, mais je me dis qu'il y a beaucoup plus d'opportunités pour venir investir en Guinée. Okay. Et vous, particulièrement, vous pensez à quel secteur, par exemple? Ok, si je parle de l'investissement, comme vous l'avez si bien dit, élevage, l'agriculture, parce qu'on ne peut pas vivre sans la nourriture. On ne peut pas vivre sans les veaux et autres, là, right? Donc, je pensais à ça aussi, franchement. Si on pouvait aider les gens qui font l'agriculture, la culture, les accompagner. Ça, j'ai beaucoup pensé à ça, parce qu'ils ne peuvent pas le faire seuls.
ça demande beaucoup plus de financement, right? So on doit les financer aussi. C'est ce qui fait que... Et ça fait partie des priorités dans Simandou 2040. L'agriculture, c'est un pan important de ce grand projet. Oui. Ok, si ça fait partie de ce grand projet, moi je dirais que c'est un bon projet, franchement. C'est ce qui fait qu'il y aura, comment on appelle ça, moins de pauvreté. Parce que quand il y a la nourriture et autres là, et puis... ça bouscule un peu les frontières de la pauvreté. Exactement, oui. voilà. Okay. Et l'entrepreneuriat, ça favoriser l'entrepreneuriat. Voilà. Favoriser l'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, j'aime l'entrepreneuriat. Donc, c'est bien faire business et autres, là, j'aime ça. Est-ce que vous pensez que les jeunes Guinéens sont suffisamment entrepreneurs? Je me dis que... Ça leur manque encore, ce petit brin-là pour... Tiens, je pense à ça, je veux mettre ça en valeur. Est-ce que... Moi, je me dis que oui. Parce que je me dis, ce n'est pas une manière de les dévaloriser ou quelque chose comme ça. Il faut toujours avoir des objectifs. Juste, tu t'assois et puis tu regardes des trucs autour de toi dans ton pays, ceux qui n'existent pas, pour pouvoir faire quelque chose, comme vous l'avez si bien dit, avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est très important parce que ça aide aussi l'emploi. Employer des gens, des jeunes, voilà, qui n'ont pas d'emploi. Moi, je me dis que c'est très important, ça aide ces jeunes-là aussi. Ça rend autonome. Exactement, ça te rend autonome, voilà. Ishaga? Bon, pratiquement un dernier conseil, on est sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez un dernier message particulier à des jeunes qui veulent s'investir dans ce domaine-là? Ok, moi je dirais aux jeunes de ne pas hésiter. Dans la vie, je sais qu'il y a d'autres qui vont se dire que si je mets mon argent dans l'entrepreneuriat, peut-être que je vais perdre. Dans la vie, il faut toujours essayer, ne se décourage jamais. Moi, je pense que l'entrepreneuriat est beaucoup plus important aussi. Parce que c'est, comment on appelle ça? Tu peux être ton propre boss, quoi, et puis tu peux employer d'autres personnes aussi. Voilà. Et ça booste aussi quoi, l'économie du pays et tout. Yeah. Ouais. Alors, peut-être nous sommes vers la fin de cette émission. Le livre La princesse et le charpentier. Est-ce que vous pouvez le montrer aux téléspectateurs, voilà, pour qu'ils puissent le voir? Peut-être qu'ils vont le chercher dans les rayons des bibliothèques. Il y en a déjà dans les rayons en Guinée? Non, pas en Guinée, mais en Angleterre. Ok. Et en ligne aussi. On le trouve en ligne aussi? Yeah. Ok. Mais juste le titre. Voilà mon nom, Fatoumata Diagne. Vous allez voir ma photo, tout est là-bas. Ok. Yeah. Vous allez sur Amazon, vous allez sur eBay. Il y a beaucoup de trucs là-bas. Là. J'ai même vu quelques noms, même beaucoup il y a en ligne. C'est seulement la Guinée, parce que j'avais demandé à ma maison de production, publication. Oui, merci, c'est bon. Oui. Publication, ils m'ont dit que ça ne serait pas facile pour eux d'envoyer des livres ici, quoi, en Guinée. Voilà, Amazon, parce qu'il n'y a pas Amazon en Guinée ici. Ok. Voilà, parce que les gens voulaient acheter, des parents, des amis ici, ils voulaient acheter, mais ils n'ont pas pu. D'accord. Au terme de vos études en Angleterre, quel a été votre premier emploi? Mon premier emploi, voilà, quand je faisais mes études, avant qu'on m'embauche là maintenant, là, j'ai fait des cérémonies et autres là, voilà, vous venez, vous servez des gens en tant qu'étudiant, exact, des hôtesses. Okay. J'ai fait ça, j'ai fait customer service as well online, voilà, les gens qui... Durant Covid, parce que j'étais à l'université. Oui, durant la période de Covid. Covid aussi. J'ai travaillé aussi online avec les services pour les guider comment aller faire des trucs, comment on appelle, les vaccins là, pour le Covid et autres là. Donc, ça c'était mon truc part-time. On dit ça, comment dire en français? Part-time. Pas plein temps. Pas en plein temps. Justement, voilà, parce que j'étais étudiante à ce moment-là. Voilà. Des activités temporaires. Exactement, temporaires. Justement, voilà. Je pouvais le faire 3 fois dans la semaine parce que j'étais à l'université, donc ça n'a pas été facile. Yeah. Mais ça vous permettait de gagner quelque chose? Oui, effectivement, parce que je payais mon truc loyer, quelques trucs pour moi-même. Pardon? Joindre les deux bouts. Voilà, effectivement. Joindre les deux bouts, effectivement. Et puis ça aide aussi à améliorer ton anglais aussi, parce que plus tu es avec les customers, les clients, justement, tu échanges avec eux. Le ton, tout, il faut être attentif parfois. Oui, et ça te permet aussi de tempérer un peu ta communication, de ne pas être violent verbalement. Effectivement, D'accord. Alors,
Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder cette caméra. Vous allez vous adresser à ces jeunes Guinéens qui nous suivent, qui peut-être veulent avoir le même parcours que Fatoumata Diané, ou ceux qui sont là-bas, qui peut-être n'ont pas encore un repère bien défini. Certainement, ils ont besoin d'entendre votre message. D'accord. Comme je l'ai si bien dit, je me suis déjà présenté Fatoumata Diané. Je demande à tout un Guinéen, jeunes, parents, tout, que ma parcours de l'Angleterre d'ici d'abord en Angleterre n'a pas été facile. Donc je demande à tous les Guinéens de ne pas se décourager. C'est pas facile. La vie est un combat. C'est vraiment un combat. Pour y arriver, vous allez voir des hauts et des bas. Voilà, c'est pas du tout facile. Donc cela a été mon cas. Voilà, je me suis battue jusqu'à ce que j'ai pu finir mes études et jusqu'à ce que j'ai pu faire sortir un livre aussi. Et tout ce que je demande aux Guinéens, si vous avez l'intention de partir, pardon que vous partiez dans le cadre des études. Il ne faudrait pas que vous partiez juste pour vous retrouver dans les problèmes, franchement, parce que la vie de là-bas n'est pas du tout facile. C'est pas une vie de rêve ou une vie de truc, comme on appelle ça, de paradis. Donc je demande à tout un Guinéen, pardon, de vous concentrer sur votre vie, voilà, et sur votre objectif. Surtout avoir un objectif dans la vie, ce que vous voulez faire. Oui. C'est très important. D'accord. Aux jeunes qui veulent migrer. Aux jeunes qui veulent migrer, là, je ne vous conseillerais pas de migrer, franchement, parce que c'est très dangereux. Surtout ceux-là qui vont vers la mer, c'est trop, trop dangereux, franchement. Donc, je vous dirais de bien réfléchir avant de migrer. Bien réfléchir, franchement, parce qu'il y a une vie, je sais, il y a une vie meilleure ici. Je sais que c'est pas facile du tout. Bon, votre vie coûte cher, plus que tout. Voilà, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Quand vous perdez votre vie parce que vous voulez partir sur la mer ou quoi que ce soit, c'est votre parent qui perdent. Sorry, c'est pas du tout facile, franchement. Et surtout que la Guinée a un tournant décisif de son histoire avec le programme Simandou. Je crois il y a de quoi rester en Guinée et entreprendre. Voilà, reprendre. Voilà, effectivement, pour supporter ce pays-là, l'aider aussi dans le progrès et le développement. Parce qu'on a besoin de vous jeunes ici, là. Voilà, la jeunesse. Vous êtes la relève de la génération montante, hein, ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Une heure pour convaincre. Merci beaucoup, monsieur Alba. Merci, monsieur Alpha. C'est gentil, franchement. Je suis tellement contente d'être ici avec vous. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je vous remercie beaucoup. Le climat guinéen? Oh, bon Dieu, il fait chaud ici. Il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud. Il fait chaud. Mais il y a la canicule en Europe actuellement. Oui, effectivement, ça, c'est en France. Même en Angleterre aussi, j'aurais appris que la semaine prochaine, ma soeur m'a déjà appelé, que ça va être chaud là-bas. Là. Oui, elle me dit rentre. Mais c'est moins chaud qu'ici. Hein? Oui, effectivement, parce qu'au moins là-bas, il y a un peu de vent. Okay. Yeah, parce qu'ici, là, oh my God, c'est trop chaud. Trop. Oh, vous êtes totalement occidentalisé. C'est mon pays, bon, c'est mon pays. Avant tout, c'est mon pays. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de 1 heure pour convaincre Alpha Siaga. Merci d'être venu. Merci David, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Et merci beaucoup. Notre invité. Ouais. Merci à notre invité, on espère qu'elle a été convaincante. En tout cas, on vous laisse le soin de l'apprécier. Merci de nous avoir suivis sur les antennes de la télévision nationale. Merci à tous ces cadreurs qui étaient mobilisés pour nous permettre d'être vus. Merci aux ingénieurs de son. Merci à la réalisation et à toute l'équipe qui était là pour nous permettre de produire ce numéro. Merci, Dieu voulant, on vous retrouve dans un autre numéro de 1 heure pour convaincre sur les antennes de la télévision nationale. Portez-vous bien, à très vite.